Avant de démarrer cette vidéo, je profite pour vous laisser un petit message concernant la pétition que notre président national, Willy Schran, a proposée au Sénat. Je vous l'explique en 2 mots. Vous savez qu'il y a beaucoup d'associations qui se disent d'intérêt général et qui touchent des subsides de l'État, donc de l'argent public, et qui emploient des méthodes souvent illégales pour dénoncer des activités qui, elles, le sont, comme la chasse, la pêche et d'autres activités rurales. Et les dons de ces généreux donateurs peuvent faire l'objet de réductions fiscales, ce qui est littéralement scandaleux. Donc voilà, faut pas hésiter, on joue avec leurs armes, on dénonce ça au Sénat, c'est hyper important qu'on atteigne rapidement les 100 000 signatures pour que ça génère une enquête parlementaire pour faire cesser ce scandale. Voilà, je mets le lien de la pétition en description, il est juste nécessaire que vous vous identifiez officiellement, mais ça prend 2 minutes, ne vous découragez surtout pas pour faire ça, faites-vous aider le cas échéant, en tout cas faites-le, car sinon il sera trop tard et puis après faudra pas râler comme je vous dis souvent. Allez, action, merci à vous. Yes! Apporte là! Cherche un porte là! Apporte, Prunelle? Apporte, c'est bien ma fille! C'est bien ma fille! Apporte, oui! Apporte là! Apporte là! Bravo! Bravo ma kékette! Viens, viens, viens! Bravo! Bravo! Ça c'est un beau chien! Ça c'est un beau chien! Bravo! C'est ça qu'on cherche! C'est bien! C'est bien! C'est bien! Superbe. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être toujours fidèles à tous les formats de ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez méconnu et qui va pourtant devenir capital dans le monde de la chasse. Il s'agit de la chasse adaptative. Alors afin de passer le moins possible à côté des bonnes questions que vous vous posiez, je vous ai partagé un petit sondage sur Instagram. Et je vous en remercie d'ailleurs, on a obtenu plus de 4500 réponses, donc je pense que l'échantillon sera représentatif. Alors quand on dit représentatif, peut-être pas de tous les chasseurs, mais du point de vue de mon audience en tout cas, on sait bien évidemment que tous les profils connectés sont généralement plus jeunes, et connectés forcément que la moyenne des effectifs des chasseurs, donc il faudra un peu tempérer les résultats en ce sens. Donc le but de cette vidéo, c'est bien sûr d'expliquer tout ça et de répondre à vos inquiétudes qui se dégageront du coup de vos réponses. Allez, on va donc reprendre les résultats du sondage, c'est parti. Alors j'ai tout d'abord démarré le sondage en vous demandant si vous connaissiez la notion de chasse adaptative. Vous avez été donc plus de 3/4 à répondre ne pas savoir ce que c'était que la chasse adaptative. Bon bah déjà ça justifie pleinement l'intérêt de cette vidéo, je vais résumer le plus simplement possible. Alors le principe de la chasse adaptative, c'est d'adapter les prélèvements des espèces avec des quotas qui sont calculés en fonction de l'état des populations. Et dans un deuxième temps, c'est aussi de faire évaluer les outils qui permettent de mieux connaître ces mêmes populations. En gros, donc il faut travailler à mieux connaître les niveaux de population concernés et d'avoir des possibilités de chasse qui sont adaptées à l'état de ces populations. Alors si les populations sont en hausse, eh ben, on peut chasser plus, si elles sont en baisse, on diminue les quotas. C'est en fait la chasse pragmatique, au plus près du terrain. Allez, on continue donc la liste des questions. Je vous ai aussi demandé, et c'était quand même rassurant, à ceux qui connaissaient cette notion de chasse adaptative, s'ils estimaient que c'était positif pour l'avenir de la chasse. Et presque les 3/4 ont dit oui. 1324 contre 512 estimaient donc que c'était quelque chose de positif pour l'avenir de la chasse. Alors si on sort un tout petit peu des frontières, je dois vous dire que la chasse adaptative est un vrai succès aux États-Unis. Ça apporte une énorme crédibilité aux chasseurs. Et puis pour nous, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas crier sur tous les toits qu'on est les premiers écologistes de France et ne pas appliquer des mesures qui visent à adapter des quotas de chasse à l'état des populations concernées. Et puis de toute façon, à terme, on sera obligé de le mettre en place puisque c'est inscrit dans les textes européens sur les espèces qui sont dites menacées. Ça sera le cas pour pas mal de migrateurs et pour les espèces pour lesquelles il manque de la donnée. Vous connaissez bien entendu le sempiternel principe de précaution. Et vous comprenez donc pourquoi on a de plus en plus de fédérations et d'organismes scientifiques, type ISNEA, IMPCF, qui travaillent sur ces connaissances,
notamment grâce au radar et à des modèles d'interprétation mathématiques. Alors la plupart du temps, une espèce migratrice est catégorisée ou non en danger par rapport à l'évolution de ses effectifs, mais nicheurs. Sauf que les populations peuvent très bien être en bonne santé sans forcément nicher en France. Et c'est pour ça que la FNC se bagarre pour y intégrer aussi les effectifs hivernants. Ce qu'il faut retenir, c'est que le principe de cette chasse adaptative, ça ne peut être que positif, à condition qu'elle se base sur de vrais indices. Et d'ailleurs, un des indices importants, c'est le prélèvement. Le prélèvement, vous le savez tous, c'est le nombre d'individus qui sont tués par la chasse. Et pour ça, l'outil qui permet d'obtenir cette information, c'est ChasseAdapt, l'application qui a été développée par la Fédération nationale des chasseurs et validée par toutes les instances. Je vous ai donc logiquement demandé si vous utilisiez l'application ChasseAdapt. Ça fait donc un peu moins de 30% qui ont répondu favorablement. Et vous voyez, là aussi, j'ai croisé les chiffres et c'est là qu'on se rend compte que mon échantillon, il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des chasseurs et que la communauté qui me suit est tout de même un peu plus connectée et impliquée. Parce que si j'adapte ce pourcentage à la population des chasseurs français, ça me donnerait grosso modo un peu plus de 200 000 utilisateurs de ChasseAdapt. Et quand j'ai demandé à la Fédération nationale le nombre réel de ceux qui l'avaient téléchargé et utilisé, on m'a répondu 80 000, soit 8%. ChasseAdapt, c'est donc l'outil de cette chasse adaptative pour les chasseurs. Et il sert dans deux cas. Le premier, c'est pour les espèces qui sont soumises à quota national, comme ça a pu être le cas des oies et de la tourterelle des bois. Et le deuxième cas, c'est pour des espèces soumises à quota individuel, comme c'est le cas en ce moment pour la bécasse des bois. Donc, par contre, puisque ça fait l'objet de questions que vous m'avez posées à la fin de mon enquête, il n'est pas prévu que la ChasseAdapt puisse intégrer les espèces qui sont soumises à quotas collectifs qui sont définis par territoire. En gros, comme vous avez pour des lièvres quand ils sont soumis à plan de chasse ou plan de gestion, les chevreuils ou les sangliers, voilà, tout ce qui est soumis à plan de chasse ou plan de gestion, à partir du moment où c'est un territoire collectif et que c'est un quota collectif pour un territoire, c'est un peu plus compliqué. J'ai ensuite voulu savoir pourquoi les chasseurs n'utilisaient pas ChasseAdapt. Et d'après le sondage, un peu plus des 2 tiers qui ne l'utilisent pas, finalement, ne connaissaient simplement pas l'application. Je pense et j'espère que ce chiffre va du coup évoluer après cette vidéo explicative. Je vous ai ensuite demandé si vous ne l'utilisez pas parce que vous ne chassiez pas l'espèce concernée. Par exemple, ça pourrait tout à fait s'expliquer pour un profil de chasseur qui ne chasse, par exemple, que le gros gibier. Et donc là, vous avez été 500 à me dire que c'était le cas, contre 1208 à dire que ça n'était pas le cas. Vous n'utilisez pas ChasseAdapt, mais ça n'est pas parce que vous ne chassez pas l'espèce concernée. Alors cela aurait pu aussi être expliqué par une hygiène d'imaginer avoir besoin d'utiliser son smartphone à la chasse. On peut aussi, ça existe toujours, ne pas en avoir ou simplement ne pas avoir envie de l'avoir sur soi ou d'utiliser à la chasse. Et là, c'est quand même plus important, c'est moitié-moitié des réponses. Bon, j'avoue, ça peut se comprendre, mais on a vu récemment que le monde a quand même bien su s'adapter. Je vais parler des choses un peu qui fâchent, mais on a récemment eu le pass sanitaire et finalement, nombreux sont ceux qui ont su s'adapter au fait d'avoir téléchargé une application et de la sortir plusieurs fois par jour pour des contrôles. Vous avez compris que ce sera quand même un peu moins lourd pour la chasse à la bécasse. Et puis que de toute façon, donc c'était soit on choisissait le carnet de prélèvement, donc avec des petites languettes qu'on fixe sur les pattes de chaque bécasse, soit on utilise ChasseAdapt, on ouvre l'application, on déclare son prélèvement, ça va très vite. Et j'ai eu quand même pas mal de commentaires de personnes qui trouvaient que la languette avait un côté traditionnel, presque on va dire symbolique au moment du prélèvement d'une bécasse, le petit rituel au moment du passage de la bague. Bon bah écoutez, chacun ses rituels. Je vous ai également demandé si vous n'utilisiez pas ChasseAdapt parce que vous pensiez que votre fédération ne le prévoyait pas. Et il y en a quand même 713 qui ont répondu oui, pour 1219 non, ce qui est plutôt rassurant parce que d'imaginer que la fédération ne le prévoit pas, en fait c'est juste impossible. Je ne veux pas dire que c'était une question piège. Les réponses démontrent qu'il y a un problème de communication parce que c'est juste pas possible. Tous les arrêtés préfectoraux doivent prévoir la déclaration de la bécasse par ChasseAdapt puisque c'est un arrêté ministériel, donc c'est une règle nationale pour laquelle donc on peut pas dire l'inverse en départemental. Je vous ai ensuite demandé si la non-utilisation de ChasseAdapt était due au fait que vous aviez peur de ne pas capter sur votre lieu de chasse. Donc ça fait presque la moitié des non-utilisateurs qui ont eu cette inquiétude et je vais la balayer d'un revers de la main puisque en fait, voilà, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas besoin de capter à l'instant T pour déclarer une bécasse ou déclarer sur ChasseAdapt. Il suffit juste de vous loguer une fois quand vous avez donc le réseau et en fait à partir du moment où toute connexion est valable pendant 24 heures, donc en fait en gros si vous avez peur de ne pas capter, vous pouvez juste vous loguer depuis chez vous avant de partir le matin et ça marche très bien pour les 24 heures.
Moi je vous donne mon exemple personnel, j'ai 2 endroits où je chasse particulièrement à la bécasse, j'en ai un où ça capte très bien, donc en fait j'y vais sans me poser de questions et quand je tue une bécasse, et ben voilà, je la déclare. Et il y en a un autre où ça passe pas du tout, et ben là ce que je fais c'est qu'en fait je me log le matin entre mon café et 2 messages à mes followers, et c'est parti pour la journée de la même façon que si je captais. Je vous ai ensuite demandé si vous n'utilisiez pas ChasseAdapt à cause de la peur de devoir géolocaliser votre prélèvement. Alors là c'est hallucinant, hein, c'est quand même du 50-50 à 14 réponses près, c'est vraiment les mêmes résultats. Donc en fait ça matérialise qu'il y a une vraie crainte qu'on puisse connaître vos bons coins à bécasse ou utiliser ces données contre vous. Dans les faits cette crainte elle est absolument pas justifiée puisque la géolocalisation elle n'est pas obligatoire en fait. Vous pouvez très bien déclarer un prélèvement en décochant la demande de géolocaliser mon prélèvement. En fait c'est juste une option. Alors moi je le fais systématiquement de géolocaliser mes prélèvements parce qu'il est clair que ça apporte une nette plus-value en fait à la donnée qu'on apporte au niveau national. La donnée de prélèvement d'un oiseau ou la donnée de prélèvement à tel endroit d'un oiseau, elle est bien plus qualitative. En fait ça permet juste d'avoir de meilleures connaissances scientifiques sur les migrations et comme j'expliquais au début, de mieux connaître l'espèce, ça fait partie du concept de la chasse adaptative et bien évidemment ça n'a aucun intérêt, ça ne sera jamais divulgué au grand public. Je vous ai ensuite demandé si vous n'utilisiez pas ChasseAdapt car vous aviez peur que vos déclarations aboutissent à des restrictions sur votre chasse. Voilà, donc près de 60% à avoir répondu que vous aviez peur que ça handicape en gros votre chasse dans l'avenir. Donc pour répondre à ce point, il faut comprendre que la donnée de prélèvement, elle est très utile. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer à première vue, des forts prélèvements, qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il y a une bonne santé des populations. Si un jour cette espèce vient être soumise à quota, ce sera sur les bases de ces déclarations qu'il sera calculé. Et c'est pour ça qu'il faut être le plus précis possible dans ces déclarations pour être au plus proche de la réalité de terrain. Alors il faut bien comprendre que si un jour on menace de la fermeture d'une espèce, ce qui malheureusement arrive de plus en plus couramment, le monde de la chasse sera dans une bien meilleure position pour la défendre, bien entendu pour défendre la chasse, pas pour défendre la fermeture. Elle sera donc bien plus efficace avec un grand nombre de données que sans. Pour illustrer l'importance de la donnée de prélèvement, je vais vous donner un exemple concret. En 2001, sous le gouvernement Jospin, les ministres de l'Environnement de l'époque, Voynet puis Cochet, avaient proposé l'interdiction de la chasse de la bécassine sourde. Et d'après la littérature scientifique ornithologique de l'époque, et la seule sur laquelle on se base quand on n'a pas d'autres informations, l'estimation basse de la population européenne avait été faite à 25 000 individus. Et quand on n'a rien à y opposer à ces chiffres, vous vous doutez que c'est ce qui fait foi. On ne sait pas d'où ils sortent ces chiffres, mais c'est ceux qui sont avancés. Et cependant, donc grâce à la mobilisation des chasseurs, de la FNC et du CICB, on a pu savoir qu'il était prélevé à environ 50 000 bécassines en France et 160 000 à l'échelle européenne. Vous avez donc compris que c'était grâce à la connaissance de ces prélèvements qu'il a pu être mis en avant qu'il était totalement irrationnel de se fier à la littérature ornithologique, en sachant que les données de population européennes étaient 7 fois inférieures aux données de prélèvement. Rien qu'en France, on tuait à la chasse 2 fois la population européenne. Vous avez compris, comme un hic. Et en plus, donc, l'analyse des tableaux de chasse a révélé qu'il y a une très belle santé des populations, puisqu'on obtenait un ratio de 3 jeunes pour un adulte, ce qui indiquait plutôt une bonne prolificité. Donc voilà, cet exemple, il illustre très bien que ce sont grâce à ce type de données qu'on va pouvoir s'opposer et faire taire certains mal intentionnés qui veulent systématiquement réduire, voire interdire la chasse, avec des données de terrain et pragmatiques. Mais bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il faut que tout le monde joue le jeu. Et là-dessus, pas sûr que les chasseurs aient beaucoup à se reprocher. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un peu sur le sujet. Je remercie encore les nombreux participants au sondage qui ont permis la qualité de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.